Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la toute première émission Radio Mag diffusée sur les ondes de la TVC Basse-Lièvre. On est déjà rendu en 2015, donc je vous souhaite vraiment une bonne année 2015. J'espère que vous allez avoir de la santé et beaucoup de plaisir cette année. Et on est très content ici à la TVC de vous offrir une nouvelle émission qui s'appelle Radio Mag. Vous allez voir beaucoup de sujets d'actualité dans cette émission-là. Et pour m'accompagner, bien sûr, un autre animateur qui est très connu dans la région et qui personnellement je trouve qui est une encyclopédie sur deux pattes et aussi qu'on le voyait plus assez souvent à la télévision, le professeur Roger Blanchette. Bonsoir Roger. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bonne année. Bonne année. Bonne année Roger, comme il disait dans le temps. Ben oui. Alors on va commencer si tu le veux bien. D'abord, dis-nous comment ça va de ton côté. Ben moi ça va très bien. Je suis toujours occupé, je fais plein de choses intéressantes. Puis, ben oui, je m'occupe de mes petits-enfants. Est-ce que tu t'ennuyais des médias? Oui, j'avoue. Ça me manque. Ça me manque. On va commencer si tu veux. Moi, j'ai cette nouvelle-là, ça fait quelques semaines, mais je voulais absolument avoir ton opinion là-dessus. La fameuse histoire du camion à légumes à l'hôpital de Gatineau, dans le secteur Hall. Je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de cette histoire-là. J'étais bien curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Ben moi, je t'avoue, écoute, c'est sûr que la façon dont les médias, certains médias ont présenté ça, ça fait un peu sensationnaliste. Un camion à légumes dans le cours de l'hôpital, bon, c'est ça. Moi, je t'avoue que c'est pas ça qui m'a dérangé. C'est pas ça qui m'a dérangé, parce que je comprends très bien, les gens ont expliqué, c'est sûr que ça fait spécial, mais il y avait des raisons. Ce qui m'a dérangé, c'est les raisons pour lesquelles l'hôpital a été obligé de faire ça. Parce qu'ils sont en rénovation. Parce qu'ils sont en rénovation, parce que ça montre d'une certaine façon, c'est que, contrairement à ce que M. Barrette prétend, c'est peut-être pas nécessairement de la mauvaise gestion, c'est que le sous-financement fait que on improvise au fur et à mesure. Parce que si le service de santé était mieux financé, peut-être qu'on aurait pu mieux planifier tout ça. Il y a ça. Okay? Mais ce qui m'a dérangé aussi, c'est quelque chose, ça peut peut-être te paraître bizarre, mais c'est une des raisons pour laquelle la représentante de l'hôpital a dit qu'elle avait fait ça, c'est qu'elle disait que la morgue débordait. Puis une des raisons pour laquelle la morgue déborde, c'est qu'elle disait qu'il y a beaucoup de corps qui sont pas réclamés. Ah. Donc l'hôpital est obligé de les garder à ce moment-là. Puis ça, moi, ça m'a fait réfléchir. Parce que le fait qu'il y ait plusieurs corps qui ne soient pas réclamés par la famille, ben, ça veut dire que bon, ces gens-là, ils sont morts seuls, puis dans le fond, personne s'en est aperçu. Je trouve ça assez déprimant comme société. C'est vrai. Moi, c'est surtout ça qui m'a accroché, bien plus que le camion lui-même. Le camion, dans le fond, c'est que l'hôpital se débrouille avec les moyens du bord. Moi j'avais un petit bémol avec cette histoire-là parce que je me disais, est-ce que j'accepterais que si j'avais un proche qui décède, que l'hôpital m'appelle et me dise on voudrait savoir si c'est d'accord avec vous de placer le corps de X personnes dans le camion, ça serait quoi ta réaction, toi, si c'était un membre de ta famille, par exemple? C'est une bonne question. Je t'avoue, je ne sais pas trop comment je réagirais. Parce que c'est vrai que c'est choquant d'une certaine façon, là. Mais en même temps, comme je te dis, l'hôpital a trouvé le moyen le plus efficace, dans le fond, là. Puis, mais ça dérange. Oui, je suis d'accord avec toi que ça peut déranger. Mais comme je te disais, moi, ce qui me dérange encore plus, c'est les raisons pour lesquelles ils sont obligés de faire ça. Moi, la seule question que j'ai pas encore de réponse sur ce sujet-là, c'est le camion en question, quand ils vont avoir terminé avec, est-ce qu'ils vont le reprendre pour transporter des légumes? Ça, c'est une bonne question. Et des légumes que je vais acheter et que je vais manger chez nous, comprends-tu? Je pense qu'on te le dira pas. J'espère qu'ils vont s'arranger pour que ça soit propre, parce que j'avoue que j'aurais des difficultés. Mais la madame disait que ça n'avait pas servi encore, qu'il était là par précaution, mais que ça n'avait pas servi. Fait que t'es peut-être chanceux. Parlant de chance, oui. Un autre sujet aussi dans l'actualité, beaucoup, c'est le prix de l'essence. En m'en venant ici, je voyais qu'il était à 88,9 sous. Ça fait du bien, ça fait plaisir aux consommateurs, mais est-ce que c'est bon ou c'est mauvais signe d'avoir le pétrole à ce prix-là? Ça, c'est une question. Je suis pas sûr que l'émission soit assez longue pour répondre parce que c'est très compliqué. Mais en fait, pour faire une histoire courte, c'est que la baisse du prix de l'essence, c'est sûr qu'à première vue, pour le consommateur, comme
pas moi parce que j'ai pas d'auto, mais comme toi, quand tu vas au garage, c'est sûr que ça fait plaisir. Oui. Que le prix d'essence baisse, oui. Sauf que il y a un bon côté puis un mauvais côté aussi. Comme par exemple, si le prix de l'essence baisse, je ne vais pas te donner un cours d'économie parce que c'est assez complexe, mais ça fait en sorte que le dollar canadien baisse. Oui. Parce que le dollar canadien, sa valeur vient en grande partie du pétrole. Donc à partir du moment où le prix du pétrole baisse, le dollar canadien, on le voit à la bourse, le dollar canadien a pris une débarque assez impressionnante. Ça veut dire que, par exemple, si tu vas aux États-Unis, ça va te coûter beaucoup plus cher. Et surtout, si les gens ne changent pas leur habitude de consommation, ils risquent ce qu'ils vont gagner avec le prix de l'essence, ils risquent de le perdre de l'autre côté. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on va acheter des États-Unis va coûter beaucoup plus cher. Mais il y en a qui disent quand même que le fait que le prix de l'essence soit bas, ça va encourager notre économie parce que les gens vont se déplacer plus, vont vouloir aller plus voyager. Oui, mais ça va encourager notre économie si les gens achètent des produits canadiens. C'est ça. Exactement. L'autre côté positif aussi, d'une certaine façon, et là, ben, ça peut paraître en dehors un peu, mais c'est que si le prix de l'essence baisse, au Canada, ça veut dire que ça sera plus rentable pour les compagnies d'exploiter les gaz bitumineux en Alberta. Oui. Donc ça, c'est bon pour l'environnement. Ça, c'est bon pour l'environnement. L'autre point positif aussi, c'est que, étant donné que ça fait baisser le dollar canadien, ça veut dire que les produits canadiens vont être avantagés aux États-Unis, donc pour l'exportation, donc pour les produits manufacturés. En fait, c'est le Québec et l'Ontario qui vont en profiter. Il faut s'entendre. C'est le Québec et l'Ontario, parce que leur économie repose en grande partie sur le produit manufacturé. Donc ça va favoriser les produits manufacturés. Donc ça va favoriser, ça va encourager les entrepreneurs à développer leurs entreprises, à investir, donc à créer de l'emploi. Donc tu vois, là, ça joue, là, parce qu'il ne faut pas regarder juste le prix de l'essence qui baisse. Oui, c'est positif, mais ça a des impacts positifs et négatifs de chaque côté. On va sûrement en parler tantôt, on avait dit qu'on en parlerait, mais par exemple, pour le prix de la nourriture, ça va avoir un impact très négatif. Parce qu'on achète beaucoup de produits justement alimentaires qui viennent des États-Unis et ils vont nous coûter beaucoup plus cher à cause de la baisse du dollar canadien. Donc il faudrait que, pour que ça vaille la peine, il faudrait que les gens changent leurs habitudes et essayent de consommer le fameux slogan là, acheter local, consommer local. Donc oui, le prix de l'essence, là, c'est le fun quand tu vas à la pompe, mais il faut voir tout ce qu'il y a autour aussi, là. Si je te demandais tes prédictions à savoir si ça peut durer longtemps, les prix à ce niveau-là. Moi, je te dirais que l'économie, c'est comme la météo. C'est pas fiable. C'est pas fiable. C'est pas fiable. Les économistes, malgré tout ce que les économistes peuvent dire, s'il y a en ce qui me concerne, l'économie, c'est même pas une science, là, et c'est pas plus fiable que la météo. Tu vas avoir autant de prévisions que de personnes à qui tu vas poser la question. Okay? Parce que ça dépend de tellement de facteurs, parce qu'il y a tout un facteur géopolitique là-dedans aussi. Là. Comme là, par exemple, pourquoi le prix de l'essence baisse, c'est parce que l'Arabie Saoudite accepte de vendre presque à perte pour essayer de couler le pétrole américain puis le pétrole canadien, qui coûte beaucoup plus cher à produire. Parce que l'autre peuvent se permettre de le vendre quasiment à 20$ le baril. Fait que c'est toute cette game-là aussi là-dedans. Là. Tantôt, écoute, c'était pas sur notre liste de sujets, mais tu me disais tantôt avec les achats locaux, je pense, ça m'est venu automatiquement en tête, Target qui ferme ses portes. Ça, c'est un gros morceau, mais les gens n'y allaient pas beaucoup. Non, les gens n'y allaient pas beaucoup. Mais là, en tout cas, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais tous les commentaires qu'on a entendus pour ça, c'est vraiment... C'est moi que Target a très, très mal planifié ces choses. Ils ont ouvert beaucoup trop de magasins en même temps, sans étudier le marché canadien, parce que pour eux autres, le Canada, c'était comme les États-Unis. Okay. Ils n'ont pas réalisé que les Canadiens ne sont pas des Américains, justement. Okay. En plus, il paraît, moi je ne suis même pas allé, je t'avoue, j'avais jamais mis les pieds là, mais il semblerait que les étagères étaient pratiquement toujours vides. Donc, on appelle ça un lancement manqué. Oui, ils n'ont pas atteint la cible. Exactement, c'est le cas de le dire. Habituellement, je vais régulièrement faire mon épicerie. Je me promène un petit peu partout. Je vais chez Maxi, Super C, n'importe où. Sauf que on se rend compte qu'il y a de plus en plus une facture élevée et de moins en moins d'articles dans le panier. Ah, effectivement. Okay. C'est à se demander à un moment donné parce que faut être en moyen. Là, maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils vont se priver de nourriture, ils vont prendre
un repas ou 2 par jour au lieu de 3 comme il faisait avant. C'est quelque chose. Ah oui, c'est énorme. Et justement, la nourriture, c'est un très bel exemple parce qu'il y a plusieurs facteurs à ça, bien sûr. Parce que le problème, c'est que maintenant, la nourriture, c'est devenu une bourse. Comme tu as la bourse de Toronto, la bourse de New York, tu as une bourse de l'alimentation à Chicago. Okay? Donc, le prix des aliments, je parle des aliments de base, je parle pas des chips, là, je parle des aliments de base, là, maïs, blé, etc. Là, okay? C'est de la spéculation pure et simple. Okay? Donc, les prix montent, là, c'est pas sur la valeur réelle. Donc, il y a ce facteur-là, okay? La spéculation, parce que des bourses d'alimentation. Autre chose aussi, et ça, justement, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, un des arguments principaux que les produits alimentaires se servent pour justifier leur augmentation, c'est justement le coût du pétrole. Donc, on augmente parce que la production puis le transport, à cause du pétrole, ça coûte plus cher. Donc là, logiquement, le prix des aliments devrait baisser. Mais ça n'a pas baissé. Mais ça n'a pas baissé, exactement. Un autre facteur aussi, et ça a un lien indirectement avec le pétrole aussi, c'est qu'il y a une proportion de plus en plus élevée, même phénoménale, de terres au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, des terres qui servaient avant ça à produire des produits alimentaires comme le blé ou peu importe. Maintenant, ces terres-là, au lieu de cultiver des produits pour se nourrir, cultivent des plantes pour produire de l'éthanol, pour remplacer l'essence qu'on met dans nos autos. C'est ça, c'est vrai, oui. Donc, ça fait augmenter, parce qu'il y a une rareté, comme je dirais ça, artificielle qui est créée. Parce qu'au lieu de cultiver des choses pour se nourrir, même l'exemple le plus aberrant, c'est le maïs. Oui, c'est ça. Le maïs, je pensais. Qui est un produit alimentaire, mais par exemple, au Mexique, les Mexicains ont plus moyen d'acheter du maïs. C'est leur aliment de base, c'est la base de leur alimentation, mais ils n'ont plus moyen de l'acheter parce que ça coûte trop cher, parce que la majorité de la production de maïs est destinée pour produire de l'éthanol. C'est absurde total. Puis même dans l'Ouest canadien, là, j'ai pas les chiffres, mais dans l'Ouest canadien, il y a de plus en plus de terres qui ne servent pas à cultiver du blé, mais à cultiver des plantes qui servent à produire de l'éthanol. Donc, c'est complètement aberrant. Là. Et ça, je te disais tantôt, tout ça ensemble, soit le prix de l'essence, l'alimentation, il faudrait que les gens soient conscients et, comment dire ça, réévaluent leurs coutumes alimentaires. Okay? Parce qu'on est un peu responsable de ça d'une certaine façon. Okay? Puis il y a un cercle vicieux aussi, Roger, parce que les gens qui vont avoir plus de difficultés à pouvoir s'acheter de la nourriture vont de plus en plus faire affaire avec des organismes d'aide. Et les organismes d'aide en ce moment, on sait que c'est pas facile pour personne. Soupir de l'amitié, Entraide familiale de l'Outaouais. À un moment donné, ça peut-tu craquer à un moment donné? Ben, encore là, je ne veux pas jouer au prophète, mais effectivement, tout ce que tu viens de dire est vrai. Puis en plus de ça, on le voit au Québec, puis on va le voir en Ontario pour le moment aussi, les gouvernements se désengagent totalement. Tu sais, les fameuses austérités. Mais pas les conservateurs, là. non, absolument pas. Mais regarde juste au Québec, là, les mesures que le gouvernement du Québec prend, là, ça n'a pas de maudit bon sens, là. OK? Et qui c'est qui va être touché par ça? C'est toujours les plus faibles. T'sais, on donne 1 milliard d'augmentation aux médecins, mais on coupe dans des organismes comme le GTMI puis l'entraide familiale de l'Outaouais. Fait que la situation se détériore et les gouvernements se dégagent au nom d'une idéologie néolibérale là, complètement absurde. Mais on va-tu finir par tous être pris pour, je donne ça comme exemple, mais pour aller avoir de l'aide parce que là on ne pourra plus se payer notre nourriture. C'est alarmant quand tu penses au nombre de personnes qui ont besoin de ces organismes-là. Puis il va en avoir de plus en plus. Ils vont en avoir refuser aussi des fois des choses. Exactement, il va en avoir de plus en plus. Puis là, tu sais, l'image qu'on a là, de la cité sociale, le pauvre, ben, tu sais, non, tu sais, de plus en plus, ils ont des gens qui travaillent, qui sont obligés d'aller à la soupe populaire. Parce que quand tu travailles au salaire minimum, avec les conditions, les prix des aliments, comme tu disais tantôt, quelqu'un qui vit au salaire minimum, là, qui travaille au salaire minimum, il ne peut pas arriver. C'est ça. Quelqu'un qui est sur l'aide sociale, c'est évident qu'il ne peut pas arriver, mais même quelqu'un qui est au salaire minimum, c'est presque impossible d'arriver. Le choix qu'il y a à faire, c'est ou bien je me loge, ou bien je mange. Mais tu ne peux plus faire les deux. Ça n'a aucun sens, là. Ça n'a aucun sens. Écoute, mon cher Roger, on va faire une petite pause. On revient dans quelques instants avec un autre sujet. D'accord. De
De retour à l'émission, ici Martin Perrault, toujours en compagnie du professeur Roger Blanchette. Roger, avant la petite pause, on parlait du prix de la nourriture et maintenant, il y a une bonne nouvelle. Il va y avoir une épicerie dans le secteur de l'île de Hull. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu parler il y a à peu près 10 ans, plus ou moins, et j'avais à l'époque acheté une petite carte de membre pour encourager l'ouverture de cette épicerie-là. Et toi aussi, d'ailleurs, tu me disais... Moi aussi, j'avais acheté ma carte, ça fait une éternité, dans le fond, qu'on en parle, parce que je me souviens que j'avais acheté ma carte exactement comme toi pour encourager, parce que je trouvais que c'était un beau projet. Et après avoir acheté cette carte-là, on était censé avoir des nouvelles régulièrement sur Internet. J'ai jamais eu de nouvelles. Moi, je n'ai eu une fois, par exemple. Je dirais que je n'ai eu une fois. Mais là, on dit que ça serait enfin une possibilité dans l'édifice du Oui, au coin des rues Eddy et Wellington, dans le secteur Hull. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je t'avoue, je suis content, c'est une bonne nouvelle. On s'entend que je trouve que c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, j'ai un petit malaise. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, comme on disait, ça fait une éternité qu'on en parle, parce que, bon, le viol, bon, on ne se cachera pas, c'est un quartier assez défavorisé. Il n'y avait aucune épicerie, ce qui veut dire que les gens qui, en principe, n'ont pas les moyens, ne pouvaient pas aller à l'épicerie, donc ils étaient obligés de se rabattre sur le dépanneur, où on le sait très bien, c'est beaucoup plus cher, ou aller très loin, parce que les grandes épiceries sont plus loin. Donc, pendant des années. Okay? Là, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le Vieux-Hall? C'est qu'on est en train de faire exactement ce qu'on a fait dans les années 70. On tasse les pauvres. T'sais? On exproprie les gens, on détruit les maisons et on construit des belles tours à condos. On s'entend que ce ne sera pas les gens du Vieux-Hall qui vont habiter dans ces condos-là. Okay? Oui, c'est sûr. Moi, je ne me considère pas comme pauvre, j'aurais pas les moyens de me payer ces condos-là. Okay? Donc, là, on tasse les pauvres, on amène des riches. Et là, on construit une épicerie. Fait que, oui, c'est une bonne nouvelle. Là. Je ne veux pas amoindrir l'importance de la nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, bien sûr, il y a des gens plus défavorisés aussi qui vont en profiter. Je suis d'accord avec ça. Mais j'ai ce malaise quand même. Là, tu as une fille qui arrive, qui construit des belles tours et l'épicerie va être dans ces tours pour les gens qui vont habiter dans ces tours surtout. Même si les plus démunis vont pouvoir en profiter aussi, j'en conviens. Mais pourquoi qu'on a attendu aussi longtemps? Pourquoi quand le besoin était vraiment très important, il n'y en avait pas, et que là, tout à coup, tant qu'on est en train de changer la population du Vieux-Hall, là, on décide d'en faire une. Fait qu'encore une fois, je ne veux pas amoindrir la nouvelle. Je connais Paul Duval là, qui s'occupe de ça, puis je suis content pour lui. Il a assez travaillé pour ça. Je suis très content pour lui, je suis content pour la population du Vieux-Hall, mais j'ai quand même un petit malaise. Puis comme on disait tantôt, Roger, même les gens qui vont rester dans le condo, à un moment donné, personne va pouvoir acheter de la nourriture. Exactement, il n'y a personne qui va pouvoir en acheter de toute façon. Mais c'est quand même quelque chose, 12 000 pieds carrés, ça va être sur le rez-de-chaussée, puis un autre étage de l'édifice. C'est une bonne nouvelle. Comme je dis, je suis d'accord que c'est une bonne nouvelle, mais pourquoi maintenant et pas il y a 10 ans? Et ça pourrait arriver d'ici le mois de mars, donc on le souhaite bien. On le souhaite, oui, je souhaite que ça marche. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai un malaise que je veux discuter avec toi. Est-ce que tu trouves ça insultant, en changement de sujet, l'hôpital de Gatineau? Le centre de santé de services sociaux de Gatineau qui devient sous tutelle. C'est pas la première fois que ça arrive, mais moi j'ai un petit peu de difficulté avec ça. J'aimerais ça savoir ton opinion. Ben, j'ai de la difficulté aussi. Mais savoir, c'est dans l'attitude de notre ministre de santé, là, qui est un espèce de bullies qui tasse tout sur son chemin. Oui, j'ai un malaise parce que écoute, je ne sais pas combien d'études, combien de rapports sont parus pour démontrer que l'Outaouais était sous-financé, de beaucoup sous-financé par rapport aux autres régions du Québec dans le domaine de la santé. Donc, on sous-finance la région et après ça, là, on accuse les administrateurs de ne pas être capables d'administrer sans faire de déficit. Et là, parce qu'ils font des déficits, parce qu'ils sont sous-financés, on les met dehors, puis on le place sous tutelle. Moi, j'ai l'impression que ça me donne, c'est que M. Barrette, je vais être poli, je vais l'appeler monsieur, M. Barrette a décidé de prendre l'Outaouais comme exemple. On se sert de nous, okay, pour envoyer un message aux autres. Si vous ne faites pas ce que je dis, c'est ça qui va vous arriver. Okay. C'est tout à fait cohérent avec sa loi 10 qu'il a présentée, là, où il hyper centralise. Il abolit, tout va être centralisé dans les mains, même pas centralisé dans les mains du ministère de la Santé, mais centralisé dans les mains du ministre de la Santé. Moi, j'ai jamais vu ça, là. Okay.
J'ai jamais vu ça, une centralisation à outrance comme ça. Et tout le monde est unanime que ça ne peut pas marcher, ça. Parce que le problème de la santé, c'est pas les structures. Moi, j'aimerais ça que tu nous expliques quelque chose. Il y a un conseil d'administration qui s'occupe de ça. Je sais qu'il y a des bénévoles sur ce conseil. Je sais pas si c'est tous des bénévoles, mais je me demandais un petit peu comment ça fonctionnait, le conseil d'administration. Ben c'est ça, c'est que comme beaucoup d'organismes, c'est que chaque année, il y a une assemblée générale où toute la population est invitée. Les usagers, mais en fait les usagers, c'est dans le cas des hôpitaux, c'est toute la population. Et là, il y a des élections où on élit des membres, soit au conseil d'administration, qui sont, comme tu dis, bénévoles. Okay? Et c'est le conseil d'administration qui prend les décisions. Les décisions là, au niveau local. Par exemple, quel dossier qu'on priorise. Bon, par exemple, la répartition des soins entre l'hôpital de Gatineau, l'hôpital de Hull, etc. Ça, c'est les gens qui décident ça sur le terrain ici. Mais là, avec la loi 10, c'est que tout ça va être centralisé à Québec. Okay? C'est le ministre qui va décider. Et là, maintenant, avec la loi 10, les membres du conseil d'administration ne seront pas élus. C'est le ministre qui va nommer. Écoute, on n'a pas besoin d'un doctorat là, pour comprendre qu'il va nommer des gens qui pensent comme lui pour faire la job de bras pour lui. Okay? Wow. On s'entend-tu aussi que c'est pas le temps de tomber malade en ce Absolument moment? Pas. Absolument pas. C'est effrayant quand on pense à ça. Hein? C'est désastreux. Puis là, Bolduc est en train de faire les mêmes choses avec les commissions scolaires aussi. Hyper-centralisation. Ça va peut-être prendre quelques années avant que les gens réalisent l'ampleur que ça va avoir. Parce que dans le domaine de la santé, c'est pas en jouant sur les structures. Okay? Tout le monde le sait. Dans la santé, le problème, c'est deux choses. Les médecins puis les médicaments. Puis est-ce que politiquement, quelqu'un va vouloir, à un moment donné, faire quelque chose? Parce que à Ottawa, juste pour te donner un exemple, quand je suis allé à Montfort, service incroyable, rapide, et puis t'entends de l'autre côté de la rivière, puis c'est pas loin, là, on s'entend, là, que ça prend une éternité pour pouvoir rencontrer quelqu'un à l'urgence. Est-ce qu'il y a quelqu'un en politique, tu penses, à un moment donné, qui va avoir le courage de se tremper puis de dire non, là, ça fonctionne vraiment plus. Là, c'est parce qu'il y en a qui ont des très belles conditions. Ils travaillent fort aussi, là, ça je l'admets, mais ils ont des belles conditions. Ils veulent pas travailler peut-être de telle heure à telle heure. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un va pouvoir mettre Mais encore là, ça veut dire ce que je te disais tantôt, il y a sûrement des solutions, mais c'est pas en jouant dans les structures qu'on va trouver des solutions. C'est une réorganisation du travail. Mais une réorganisation du travail, ça se fait avec la collaboration de tout le monde. Puis c'est pas en se comportant comme le ministre le fait actuellement qu'on va amener les gens à coopérer et à s'asseoir ensemble pour trouver des solutions. Moi, je serais porté à dire bien simple, là, je vais le régler. Regardez ce qu'ils font en Ontario, faites pareil. Non? Bien, une des choses en Ontario, notamment, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais une des grosses différences entre l'Ontario et le Québec, c'est le mode de rétribution des médecins. Les médecins ne sont pas rétribués de la même façon. Ici, ils sont rétribués à l'acte. OK. Fait que plus tu passes de monde, plus c'est payant. OK. Fait que c'est du travail à la chaîne. Puis là, ça va être encore pire avec la loi 20, parce que là, il va obliger les médecins à avoir tant de patients par année, puis s'il n'y en a pas autant, il va les couper. Fait que là, maintenant, là, si tu réussis à avoir 5 minutes avec ton médecin, tu vas être chanceux. On va finir. L'émission est presque finie, mais on a un petit peu de temps pour parler d'une bonne nouvelle, Airbus à Gatineau. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Airbus, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des plus grosses compagnies en Europe, une compagnie d'aviation. Airbus, c'était deux grandes compagnies dans le fond dans le monde, Airbus puis Boeing. Là. Oui. Donc Airbus, c'est en Europe. Une des peut-être la plus dynamique à ce niveau-là. Et là, ce qu'ils vont ouvrir ici à Gatineau, dans le parc industriel, c'est parc technologique plutôt, c'est un centre de recherche et développement. Okay? Qui va créer peut-être une trentaine d'emplois au début, peut-être plus éventuellement, mais une trentaine d'emplois. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, pourquoi? C'est que, moi, je l'ai répété souvent, là, ça fait des années que je le dis, un des problèmes de Gatineau, surtout Gatineau, le grand Gatineau, c'est c'est de partir d'une entreprise. Ouais. Non, c'est une ville mono-industrielle. On a tendance à oublier ça. Ouais. Dans l'esprit des gens, souvent, une ville mono-industrielle, c'est une place où tu as une grosse usine qui contrôle tout. Mais ici, la grosse usine, c'est le gouvernement fédéral. C'est ça. Mais c'est la même chose, c'est un gouvernement mono-industriel. Et ça, n'importe quelle ville est très vulnérable quand elle dépend d'un seul employeur. C'est facile à comprendre pourquoi. Là, okay? Surtout que le gouvernement qu'on a actuellement, c'est encore plus dangereux. Donc, à ce moment-là, on a intérêt à diversifier l'économie.
pour créer d'autres emplois, d'autres employeurs. Donc ça, c'est très important. Et ce que je trouve le fun aussi, c'est les raisons que Airbus a données pour justifier son... Parce qu'une compagnie comme ça, là, elle aurait pu s'installer n'importe où dans le monde. Oui. N'importe où dans le monde. Une des raisons qu'ils ont données pour s'installer à Gatineau, c'est la qualité de la main-d'œuvre. Du fait qu'on a des universités, qu'on a un cégep, donc c'est une main-d'œuvre compétente et bien formée. Et ça, moi, ça fait des années que je dis ça aussi. Et pour la première fois, on a un maire qui est conscient de ça. Et là, je lève mon chapeau à Maxime Penneau-Jobin, parce qu'il travaille beaucoup dans ce sens-là. C'est qu'avoir un cégep, une université dans une ville, c'est une richesse incroyable. Et les différentes administrations qu'il y a eu à Gatineau, ou à Hall, avant la fusion, on dirait qu'ils n'ont jamais réalisé ça. Ils n'ont jamais tablé là-dessus. Parce qu'ils siègent justement sur le gouvernement fédéral. Là, Maxime Penneau-Jobin, puis pas je suis le conseil de ville actuel, là, depuis la dernière élection, on voit qu'ils ont très bien compris l'importance de ça pour démarquer la région, pour attirer justement des entreprises. Parce que c'est ça qui compte, c'est la qualité de la main-d'œuvre. Et ça, on l'a ici. On l'a ici, à cause justement de l'université, cégep, etc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et l'autre chose aussi, puis ça, je tiens à le mentionner, c'est que tout ça, ça a été possible grâce aux actions du CLD. Oui, c'est le développement. Et ça, c'est très clair, on l'a très bien éclairé. Et qu'est-ce que le gouvernement provincial vient de faire? Il veut pas fermer ça? Il veut fermer ça, exactement. Parce que les CLD, c'est pour les régions. Les régions, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est Montréal puis Québec. Coder puis Labon. Oui. Les régions, ça n'a pas d'importance. Fait que les CLD qui servent à développer, qui sont très utiles, puis ça, je le sais, je peux en témoigner, je l'ai vu, les CLD jouent un rôle très, très important. Peut-être pas des choses toujours aussi spectaculaires qu'Airbus, mais ils font un travail énorme. Et là, on les coupe. Roger, l'émission est presque finie. Je veux te laisser un petit peu de temps juste pour donner tes souhaits pour 2015 aux gens qui nous écoutent. Oh, pour 2015? Oui. Qu'est-ce qui devrait être beau et changer en 2015? Peut-être, je vais leur souhaiter de passer à travers l'austérité. S'ils réussissent à survivre à ça, ça va être beau. Et il ne faut pas oublier que 2015 aussi, c'est une élection fédérale. Oui. Là, je ne prendrai pas position. Non, okay. Mais je pense qu'un petit changement, ça ferait du bien. Pas de changement, pas d'agrément. Exactement. Ben écoute, Roger, merci beaucoup pour cette première émission-là. C'est un rendez-vous à tous les vendredis soirs à 18h30 sur les ondes de TVC Basse-Lièvre. Il y a également sur le web au www.tvc.qc.ca. Vous allez dans l'onglet Web Diffusion, Web Télé, et vous choisissez évidemment l'émission Radio Mag. On va avoir une nouvelle émission à tous les vendredis soirs. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Roger, merci beaucoup. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine émission. Je sens qu'on va bien s'amuser. On va avoir beaucoup de plaisir. Bonne soirée. Merci.